Habituellement, quand on observe une transaction immobilière dans nos villes, il y a cette attente de froideur purement mathématique. Ouais, c'est très clinique hein, en général. Absolument. C'est un peu comme lire un bilan financier au final. On regarde le prix au pied carré, le zonage, la valeur marchande. Et le courtier pointe un terrain en disant très fièrement quel sera le retour sur investissement prévu d'ici 5 ans. C'est ça, exactement. C'est transactionnel et surtout c'est prévisible. Eh ben, c'est effectivement la norme. On a vraiment l'habitude de voir le développement urbain à travers cette lentille très spéculative. Surtout dans les zones très prisées, non? Tout à fait. Le calcul de base est hyper simple. On achète, on développe et on tire un profit maximal. D'actifs, clair, net et précis. Mais, et c'est là que ça devient intriguant, ensuite on tombe sur des initiatives qui refusent complètement de jouer à ce jeu-là. Qui change totalement les règles, oui. Voilà, la calculatrice semble avoir été reprogrammée en quelque sorte, et soudainement on regarde un paysage immobilier qui n'est plus un simple vecteur de profit, mais qui devient un véritable outil de protection sociale. Et ça, c'est un changement de paradigme majeur. C'est vraiment le moment où la brique et le mortier cessent d'être des simples commodités Ouais. pour acquérir une fonction vitale, une fonction d'ancrage dans une communauté en fait. Eh bien, c'est très exactement ce qui motive notre exploration en profondeur d'aujourd'hui. Je suis ravie qu'on se penche là-dessus. Moi aussi, je suis prêt à plonger dans ces données. Super. En fouillant récemment dans des publications récentes et très détaillées, notamment issues d'Infodrone et du site Wikirésidence. Des sources excellentes sur ces questions d'urbanisme d'ailleurs. Oui, très riche. Et donc, un cas très précis a retenu l'attention. Ça se passe au printemps 2026 dans la ville de Repentigny. Une initiative assez marquante effectivement. On y découvre un décryptage d'une stratégie de lutte contre l'itinérance cachée des jeunes, une stratégie qui redéfinit le rôle même d'une municipalité. L'idée qu'une simple transaction immobilière puisse déclencher une véritable révolution sociale, c'est notre mission du jour. Et c'est un cas d'école absolument parfait pour comprendre comment l'urbanisme peut se mettre au service de l'humain. Sans tomber dans le cynisme habituel. Exactement, sans tomber dans le cynisme de la spéculation. Parce que, trop souvent, le développement d'une ville pousse simplement les populations vulnérables plus loin. Vers les marges, oui, on le voit tout le temps. Toujours plus loin. Mais ici, on assiste à la démarche strictement inverse. Une municipalité utilise son pouvoir d'acquisition foncière pour agir comme un bouclier, pour ancrer la solidarité en plein cœur de son territoire. D'accord. Décortiquons un peu tout ça. Parce que pour saisir l'ampleur de ce projet, il faut vraiment s'arrêter sur le lieu physique. Le choix de l'emplacement est crucial en effet. La ville n'a pas acheté n'importe quel bout de terrain vague caché près d'une autoroute. On parle de l'acquisition de la propriété située au 14 rue Léonie. Et ce choix n'a absolument rien d'un hasard. Ce qui est fascinant ici, c'est l'importance de l'historique de ce bâtiment spécifique. Son passé, en quelque sorte. C'est ça. Ce bâtiment appartenait auparavant au service de crise de la Naudière. Ce n'est donc pas du tout une structure anonyme. Ah, donc il y avait déjà une vocation d'aide sur place. Tout à fait. C'est un endroit qui a déjà baigné dans l'intervention psychosociale. C'est un lieu avec une longue histoire de gestion des urgences humaines. J'aime beaucoup cette métaphore de la continuité, en fait. C'est un peu comme comparer le bâtiment à un objet de famille qu'on se transmet. C'est une très belle image. Au lieu de construire une nouvelle structure complètement froide, sans âme, et de devoir essayer de convaincre un nouveau voisinage de l'accepter, la ville choisit un lieu qui possède déjà ce que j'appellerais un ADN de solidarité dans ses murs. Un ADN de solidarité, c'est très juste. Et sur le plan sociologique, la continuité d'une vocation sociale est cruciale pour faire face aux enjeux urgents d'aujourd'hui. Surtout pour l'acceptabilité sociale, non? Exactement. Lorsqu'on propose un nouveau projet d'hébergement, l'acceptabilité par le voisinage est souvent le tout premier obstacle. Les fameuses réunions de quartier où les gens s'inquiètent. Il y a des résistances, des peurs. En reprenant le 14 rue Léonie, on n'impose pas une nouvelle réalité au quartier. On perpétue un riche héritage d'entraide qui faisait déjà partie du tissu local. C'est brillant, en fait. Et c'est d'autant plus important quand on cible une clientèle extrêmement spécifique comme les jeunes adultes, et plus particulièrement ceux en situation d'itinérance cachée. Justement, arrêtons-nous une seconde sur ce terme, l'itinérance cachée. Oui, c'est important de le définir. On a souvent en tête l'image très médiatisée de l'itinérance visible. Les campements, les personnes qui dorment sur des bancs publics ou sous des viaducs. Le visage classique de la précarité qu'on voit dans les médias. Mais chez les jeunes, ce n'est pas forcément ça, n'est-ce pas? Non, c'est une réalité beaucoup plus insidieuse. L'itinérance cachée. C'est par exemple le jeune de 19 ans qui dort sur le divan d'un ami pendant 3 semaines. Le fameux couchsurfing. Voilà. Et qui ensuite trouve une place temporaire dans un sous-sol non chauffé chez une connaissance vague. C'est aussi la personne qui reste coincée dans une situation de cohabitation toxique. Voire abusive. Voire abusive, oui.
Simplement parce que l'alternative, c'est littéralement la rue. C'est terrible, parce que c'est une vulnérabilité totalement invisible de l'extérieur. C'est ça le danger. La personne n'est pas techniquement sans abri, au sens strict, dans la rue, mais elle n'a aucune stabilité résidentielle. Zéro. C'est une survie au jour le jour, complètement dans l'ombre. Et c'est là qu'on comprend mieux pourquoi un lieu avec un tel héritage, comme le 14 rue Léonie, est si symbolique. Ah oui, pour un jeune qui a peut-être perdu toute confiance dans le système ou qui se sent invisible. Arriver dans un endroit qui a toujours eu pour vocation sociale de soutenir les personnes en crise, ça envoie un message très fort. Ça dit en gros, cet espace a été conçu pour aider et il l'est toujours. Sauf que maintenant, il est adapté très spécifiquement à cette réalité difficile de transition vers l'âge adulte. C'est ici que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'avoir un bâtiment avec une belle histoire et un ADN de solidarité, c'est magnifique sur papier. Sur le plan philosophique, c'est parfait. Mais soyons réalistes, la compassion ne paye pas les factures des entrepreneurs en construction. C'est sûr. Le budget estimé, selon les documents qu'on a, pour la mise aux normes et l'aménagement des chambres individuelles sécuritaires se situe quand même entre 1,2 et 1,8 million de dollars. C'est une somme considérable, oui. Et c'est là que j'ai besoin de vos lumières, parce que je dois faire l'avocat du diable avec bienveillance. Je vous écoute. La ville acquiert cette propriété au printemps 2026, très bien, mais ensuite elle cède le terrain gratuitement à un organisme à but non lucratif. L'OBNL, un toit pour tous, MRC de l'Assomption, oui. C'est ça, mais céder un terrain d'une telle valeur, gratuitement, ça semble fou. D'un point de vue strictement comptable, ça peut paraître étonnant. C'est un manque à gagner immense pour les fonds publics. Si la ville avait vendu ça à un promoteur privé pour faire des condos, ça aurait rapporté gros en taxes. Comment on justifie de donner un actif immobilier d'une telle valeur ? C'est la réaction normale si on s'en tient à la comptabilité municipale traditionnelle. Mais l'ingénierie financière derrière cette cession est en fait à contre-courant et redoutablement efficace. Ah bon ? Comment ça ? C'est le maire de Repentigny, Nicolas Dufour, qui l'a bien résumé. Il explique que cette cession est une véritable action structurante qui offre un tremplin vers l'autonomie. Mais financièrement, comment une municipalité s'y retrouve ? Pour comprendre, il faut regarder comment fonctionne concrètement le financement des logements sociaux. D'accord ? Un OBNL, comme un toit pour tous, n'a généralement pas des millions de dollars qui dorment dans un compte en banque. Ça c'est clair, il fonctionne souvent à flux tendu. Exactement. S'il cogne à la porte du gouvernement provincial ou fédéral pour demander des subventions massives afin de construire un refuge, la première question qu'on leur pose, c'est « Quelle est votre mise de fonds ?» Où est votre terrain en gros ? Voilà. Et si l'organisme n'a rien à présenter, le dossier est souvent rejeté d'emblée. Mais si la municipalité donne un terrain qui vaut plusieurs centaines de milliers de dollars, Ah, je vois où vous voulez en venir. ce don agit comme une fondation financière solide. C'est le levier financier majeur qui permet de déclencher l'obtention des subventions des autres paliers de gouvernement. C'est un effet multiplicateur en fait. La ville met la fondation, au sens propre comme au figuré, et ça permet aux autres de financer les murs. Et c'est exactement ça. Et l'architecture de cette collaboration va encore plus loin. Il y a une séparation des pouvoirs qui est très brillante. Comment ça fonctionne entre les différents groupes ? La ville agit comme facilitateur foncier, puis elle se retire. L'OBNL, un toit pour tous, devient le propriétaire et le promoteur. Donc eux, ils gèrent la brique, l'infrastructure, l'hypothèque. Chacun son métier, quoi. Et ensuite, un troisième acteur essentiel entre en jeu. C'est l'organisme Artère de l'Est. Et eux, que font-ils exactement ? Eux, ce sont les opérateurs des services psychosociaux. C'est eux qui vont accompagner les jeunes au quotidien. Donc on ne demande pas à des travailleurs sociaux de gérer des contrats de construction. Exactement. Et on ne demande pas à un gestionnaire immobilier de faire de l'intervention de crise. C'est brillant de clarté. C'est la seule façon de bâtir un filet social solide, en reconnaissant l'expertise de chacun sur le terrain. Et j'imagine que ça explique aussi le calendrier du projet. On a vu que l'acquisition se fait au printemps 2026, mais on parle de travaux sur un an, pour une ouverture seulement à l'été ou à l'automne 2027. Oui, ce délai démontre bien qu'on ne fait pas que passer un coup de peinture sur les murs. On prend une ancienne structure et on la refond totalement. Pour en faire de vraies chambres individuelles. Des milieux de vie individuels et surtout sécuritaires, ce qui demande du temps et une planification rigoureuse. Ce qui nous ramène inévitablement à la question de l'argent, parce que 1,2 à 1,8 million de dollars, plus le don du terrain. Même avec les subventions, ça reste de l'argent public, oui. Et le citoyen moyen pourrait se demander, est-ce que ça vaut vraiment ce prix-là pour aider un petit groupe d'individus ? Cela soulève une question importante. Et c'est là qu'on passe de l'ingénierie financière à la véritable rationalité économique. C'est-à-dire le calcul humain. Exactement. Il faut analyser le vrai retour sur investissement de cette démarche. Et attention, ce rendement ne se calcule pas en profit immobilier. Il se calcule comment alors ?
en économie systémique sur le long terme. Les statistiques et les données observées sur le terrain sont absolument implacables. C'est marrant, ça me fait penser à une approche de médecine préventive, mais appliquée à l'urbanisme. C'est une excellente analogie. Développez un peu. Si quelqu'un arrive à l'urgence d'un hôpital avec une crise cardiaque sévère, l'opération, les soins intensifs, la réhabilitation, tout ça va coûter une fortune monumentale à la société. C'est clair. Mais si, des années avant, on investit massivement dans la prévention, on sauve la vie de la personne tout en réduisant drastiquement les coûts pour le système de santé. On traite la cause avant que les symptômes ne deviennent trop graves. Et trop cher. C'est exactement la même logique ici. Dans le cas de l'itinérance, les symptômes graves coûtent extrêmement cher. En urgence médicale et policière. Oui, quand un jeune se retrouve sans domicile, au-delà du drame humain qui est indéniable, c'est une pression énorme sur les services publics. On parle de passages très fréquents dans les hôpitaux pour des problèmes de santé non traités. Sans parler de la santé mentale. Absolument. On parle aussi d'interventions récurrentes de la police, de l'utilisation des refuges de nuit d'urgence, des appels aux lignes de crise. La facture doit s'accumuler à une vitesse folle. Si on décortique le coût d'une seule nuit passée à l'urgence pour quelqu'un qui n'a nulle part où aller. Le triage, le lit, le temps du personnel médical, la sécurité. Ça chiffre très rapidement en milliers de dollars pour une seule nuit. Exactement. Or, les chiffres démontrent qu'un lit en hébergement transitoire, couplé à un bon accompagnement psychosocial, réduit ses coûts systémiques de 30% à 50% par individu. Attendez, vraiment? De 30 à 50% de réduction? C'est vertigineux, oui. Les mathématiques démontrent de façon totalement impartiale que la compassion et la rationalité économique vont souvent de pair. C'est fou. Donc, en réduisant de moitié l'impact financier de cette précarité sur nos urgences et nos services de police, le don initial du terrain par la municipalité se rembourse presque de lui-même. Indirectement, au fil des années, oui. Et la conseillère municipale Jennifer Robillard a d'ailleurs mis en lumière ce point précis. Que dit-elle exactement dans les rapports Elle insiste sur l'importance vitale d'agir en prévention plutôt qu'en réaction. Elle reconnaît que la municipalité n'est pas experte en travail social, mais qu'en s'appuyant sur l'expertise des partenaires sur le terrain, on crée un filet social préventif. En gros, la ville utilise son pouvoir réglementaire et foncier de la façon la plus rentable qui soit, en prévenant les crises. Tout à fait. Et ça m'amène à un autre élément chiffré essentiel de cette initiative. Lequel? La durée de la stabilité résidentielle offerte. On ne parle pas de quelques jours. Le projet prévoit une stabilité de 12 à 24 mois pour ces jeunes. Ah oui, 1 à 2 ans complets. Ce n'est pas juste un refuge d'urgence où on doit quitter à 8 heures le matin avec ses sacs. Non, pas du tout. Et c'est primordial pour la réinsertion. Pourquoi cette période de 12 à 24 mois est-elle si cruciale, scientifiquement parlant? Parce que c'est le temps psychologique et biologique minimal nécessaire pour sortir du mode survie. Du mode fuite ou combat, en fait. C'est ça. Si on offre à un jeune un toit pour, disons, seulement 1 mois, il va passer ses 30 jours à angoisser sur l'endroit où il dormira le 31e jour. Son système nerveux reste en alerte constante. C'est impossible d'ouvrir des livres d'école, de se concentrer pour chercher un emploi, ou de commencer une thérapie quand l'esprit est accaparé par la terreur de retourner à la rue. Donc, offrir jusqu'à 2 ans de stabilité, c'est littéralement offrir le luxe du temps. Ça donne l'espace pour se poser, guérir et faire l'apprentissage d'une véritable autonomie financière. Un retour aux études, un emploi stable. Pendant que le jeune reconstruit sa vie, il ne sollicite plus les fameux services d'urgence coûteux. Et le cercle vicieux est brisé. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Parce qu'une fois qu'on a prouvé que ce modèle fonctionne pour le 14 rue Léonie, il faut regarder plus large. Si on relie ça à la vue d'ensemble, on constate que ce projet spécifique ne tombe pas du ciel. Il est intégré dans une vision plus globale, c'est ça? Oui, il s'inscrit directement dans la stratégie de logement social et abordable de l'automne 2025. C'est ce qui est marquant ici. On voit tellement souvent des politiques de papier pleines de belles intentions qui finissent par prendre la poussière. Des documents très épais et très théoriques. Voilà. Et là, on s'émerveille presque de voir la politique de 2025 se transformer en briques et en lits concrets dès 2026. Ce n'est pas qu'une rustine d'urgence, c'est l'émergence d'un véritable écosystème régional. Avec d'autres partenaires impliqués? Absolument. Il y a un rôle majeur joué par l'Office municipal d'habitation et par divers OBNL de la couronne nord de Montréal. Ce qui positionne Repentigny comme un véritable leader régional. Dans la création de milieux de vie inclusifs et la diversification de l'offre résidentielle, oui. Ça prouve que l'urbanisme et l'immobilier doivent impérativement servir l'humain avant la simple spéculation financière.
C'est une redéfinition profonde de l'urbanisme. On intègre formellement l'hébergement de transition comme une composante assumée du tissu urbain, plutôt que d'essayer de le cacher dans une zone industrielle. Exact, on ramène le filet social au cœur de la cité? Si on synthétise un peu les points névralgiques de cette exploration, la mécanique est vraiment fascinante, hein. Et très bien huilé. On part d'un bâtiment au lourd héritage de solidarité. La ville fait une cession foncière gratuite pour créer un levier. Une alliance innovante avec l'OBNL Un Toit pour tous qui bâtit et les experts jeunesse d'Artère de l'Est qui accompagnent. Et le tout est soutenu par une logique implacable d'économie systémique. 30% à 50% de réduction des coûts par individu, simplement en offrant une stabilité de 12 à 24 mois. C'est la preuve que les mathématiques valident l'action sociale. Et ça amène une réflexion finale très provocatrice. Si une seule adresse comme le 14, rue Léonie, peut changer la trajectoire de toute une génération de jeunes, Tout en allégeant les coûts publics à long terme, oui, on peut se demander ce qui se passerait si chaque grande municipalité effectuait un audit rigoureux de ses bâtiments abandonnés ou de ses propriétés en transition. c'est une perspective immense. Imaginez qu'on applique exactement cette même formule mathématique et sociale à l'échelle d'une province ou d'un pays. Au lieu de chercher le prochain acheteur privé pour boucher un trou dans le budget annuel, on bâtirait une infrastructure de prévention. C'est une invitation silencieuse à repenser le paysage de nos propres villes, n'est-ce pas? Une invitation à voir la brique et le mortier comme des outils de guérison. Et derrière chaque façade abandonnée se cache peut-être la fondation d'un futur filet de sécurité. Sur ce, merci d'avoir partagé cette analyse avec autant de clarté. C'était un plaisir de décortiquer ces données avec vous.